cette nouvelle émission, je voudrais vous montrer un quartier très animé de Shanghai, le quartier de Jing'an. Voilà, nous y sommes, il fait encore beau, assez chaud pour qu'on soit dehors, avant qu'il fasse un froid de canard laqué. Mais non, je rigole. Nous partons tout de suite pour connaître les actualités insolites de la Chine. Ici en Chine, l'hiver s'installe, comme vous pouvez le constater. On commence à enfiler des doudounes. Les conducteurs de scooters électriques ont sorti leur plus belle couverture, leur protection contre le froid. Quoi de mieux pour se remonter le moral et préparer les fêtes qu'un peu d'argent? 20 millions de yuan, ça vous irait? Vous vous souvenez, dans l'émission précédente, je vous présentais le caractère yin gagné. Eh bien à Suzhou, 100 000 personnes ont pu gagner des enveloppes rouges. Vous savez, les hongbao, d'une valeur de 200 kuai, l'équivalent de 25 € chacune. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est pas le Père Noël qui est venu avant l'heure. Non. Je vous rappelle qu'en Chine, on ne fête pas trop Noël, mais en fait, c'est une opération commerciale qui a eu lieu avant le 12 décembre, un autre festival du shopping en ligne, un peu comme le Black Friday aussi. Les heureux gagnants ont pu utiliser pour la toute première fois la monnaie digitale, qui est contrôlée par la Banque centrale de Chine, une sorte de bitcoin chinois quoi. Un petit café pour se réchauffer, ça ne peut pas faire de mal. Et un café servi par un ours, ça c'est original. Depuis quelques semaines, un café de la rue Yongkang à Shanghai fait sensation sur le net. On peut y voir une main d'ours servir les cafés commandés via une application. Ce qui a rendu le café encore plus célèbre, c'est la petite histoire derrière ce projet. Il fait partie d'un programme visant à donner des emplois à des personnes en situation de handicap. Le manager du café est en effet malentendant. Mais grâce à cette initiative, toute la ville, en tout cas, aura entendu parler de lui. En Chine, on se targue souvent d'avoir un métro propre et hyper performant. C'est normal, il est neuf. Un pas de plus vers une expérience idéale. La municipalité de Shanghai a banni l'usage des haut-parleurs dans le métro. Alléluia, j'en crierais presque de joie, mais chut. À cette interdiction s'ajoute celle de transporter des vélos, skateboards dans les stations de métro. Donc maintenant, il est interdit de manger du durian avec son ballon de Mickey dans une main, à califourchon sur son vélo, tout en écoutant à plein pot une émission en live sur son téléphone. On peut vraiment plus rien faire. N'empêche, j'en connais quelques-uns à Paris qui aimeraient qu'on supprime les spectacles d'accordéon dans les rames du métro. À Pékin, on va exposer une tête de cheval en bronze. Rassurez-vous, lors du sac du palais d'été en 1860, les 12 têtes des animaux du zodiaque de la fontaine avaient été pillées. Un milliardaire chinois, Stanley Ho Hun-sun, avait racheté en 2007 l'une des reliques au prix de 7,51 millions d'euros, avant de faire don de la statue à la Chine en 2019. La statue sera exposée dans son lieu d'origine pour le plus grand bonheur des visiteurs. Il en aura fait du chemin en 160 ans, ce canasson. Françaises, Français, tremblez, car la Chine va cesser les importations de déchets solides. Il va falloir vraiment trier vos déchets parce que la Chine interdira l'importation, le tri et le recyclage des déchets solides étrangers. Mais pourquoi on importait des ordures, me direz-vous ? À partir des années 1980, la Chine importait des déchets pour les recycler et s'en servir comme matière première pour son industrie. Mais désormais, avec le niveau de consommation qu'il y a ici, on a déjà bien assez à faire avec nos propres ordures. Alors, il va falloir que vous vous débrouillez sans nous. Comment encourager les gens à moins polluer? La municipalité de Pékin s'est posé la question et elle a lancé une application avec un crédit écologique. En gros, si vous vous connectez sur l'application et que vous indiquez vos déplacements verts, comme le métro, le bus, la marche, le vélo, vous gagnez des points qui pourront être changés contre des tickets de transport. C'est malin ça. Ça se trouve, c'est possible de prendre les transports en commun complètement gratuitement. Je suis sûr qu'il y a des petits roublards qui ont pensé à ça. Je connais la passion des Français pour les antiquaires. Moi aussi, j'adore l'émission Affaires conclues. Avec cette nouvelle, vous allez être emballés. On a trouvé des greniers vieux de 4000 ans dans le centre de la Chine. Je vous arrête tout de suite. Il ne s'agit pas du grenier de tante Yvonne, mais de grenier à grains, 28 pour être exact, découvert dans le Henan, dans la ville de Zhoukou. C'était pas des petits greniers,
puisque la surface totale des fondations couvre 5600 mètres carrés. Grâce à la datation carbone, on a pu estimer qu'il remonte à la dynastie Xia, entre 2700 et 1600 ans avant Jésus-Christ. Bon, depuis le temps, seuls quelques grains de mil ont été préservés. La nouvelle tendance, c'est quoi? Les tenues anti-Covid. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir la semaine dernière à la Fashion Week de Dandong, dans le nord-est de la Chine. Info ou intox? En fait, il s'agissait d'un défilé pour montrer les nouveaux modèles de protection individuelle. Ouf, me voilà rassuré. J'imaginais mal tout le monde habillé en costume blanc, masque et lunettes à longueur de temps. Dans Astérix, les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. En Chine, on s'amuse à faire voler des bâtiments historiques. Zhu Tianxiong, un jeune de 26 ans de la ville de Putian, dans le Fujian, a appris par lui-même des techniques informatiques pour créer des courtes vidéos où l'on peut voir le temple du ciel décoller comme une soucoupe volante. Dans une autre vidéo, on peut le voir sauter au-dessus du caractère Fu, qui veut dire bonheur. Ah, ces jeunes, ils ont de l'imagination. Moi aussi, j'aimerais bien m'envoler vers d'autres cieux. Voilà, c'est tout pour l'actu. On vous prépare une autre sélection tout aussi sensationnelle pour la prochaine émission. En Chine, chaque jour, plus de 30 millions de personnes font livrer leur repas. À peu près 300 personnes commandent de la nourriture chaque seconde. En juin 2020, la Chine comptait plus de 400 millions d'utilisateurs de ce service de livraison, soit presque 7 fois de la population française. Le marché de la livraison est partagé entre quelques grandes entreprises, chacune avec son armée de jeunes livreurs venus des petites villes de province. Meituan domine l'industrie de livraison des repas avec une part de marché de près de 60%. Avec son logo jaune et son symbole de kangourou, ses bas prix et sa rapidité extrême, la plateforme est devenue aussi intégrée à la vie des Chinois que le téléphone lui-même. Ele.me, littéralement traduit par « as-tu faim ?», occupe le reste du marché. On reconnaît ses livreurs à leur uniforme bleu schtroumpf et sa sélection interminable d'activités et de services. On dit souvent en Chine que les employés qui vivent dans les grandes villes passent 2 appels importants par jour. Le premier avec le livreur du déjeuner et le suivant avec le livreur du dîner. Les cols blancs, pris par leur horaire de bureau, ne prévoient pas toujours, ou pour ainsi dire jamais, de préparer un repas maison. Ils n'ont pas toujours le temps de sortir déjeuner. Alors, ils naviguent sur leur téléphone et finissent par payer 25 yuan, 3 € sur Alipay pour acheter le repas. Une demi-heure plus tard, quelqu'un toque à la porte du bureau. « Monsieur, madame, votre repas ». Grâce à la technologie, tout le monde peut confortablement commander son repas à emporter. Mais nulle part ailleurs qu'en Chine peut-on observer ces gigantesques vagues de livraison quotidienne. Et ce n'est pas seulement la rapidité des développements technologiques qui crée ce phénomène, c'est aussi et surtout l'immense population chinoise des grandes villes. Et donc, derrière les algorithmes compliqués de ces applications, se déplacent en fait des héros de la vie quotidienne pour des millions de Chinois. Quand l'employé de bureau a fini de taper sur son écran Meituan ou Ele.me, le livreur reçoit de son côté une notification. Sur l'écran du client, ce livreur anonyme est simplement représenté par une petite moto. Le client rassuré peut alors s'enfoncer dans son fauteuil et suivre la petite moto sur la carte à la seconde, jusqu'à son bureau. Mais en réalité, c'est toute une autre scène qui se produit. Pour le livreur, c'est une course contre la montre, où chaque seconde compte, entrecoupée de petites pauses pour respirer au feu rouge, sans compter tous les trajets sous la pluie. Peu de gens se rendent vraiment compte du travail effectué pour assurer leur confort quotidien. Nos écrans cachent ou embellissent un peu trop facilement les conditions de la vraie vie pour les travailleurs physiques de l'Internet. On emploie souvent le mot virtuel pour parler du monde digital. Mais en fait, il se cache toute une armée de braves chevaliers modernes derrière chaque application de livraison. Vous y penserez la prochaine fois quand vous commanderez votre sushi shop ? D'habitude, dans Sur le bout de la langue, on vous parle de caractères et d'expressions chinoises. Cette semaine, on va changer un petit peu et vous parler des chiffres. Et oui, si vous avez des amis chinois,
ou bien vous utilisez certains réseaux sociaux chinois, vous avez peut-être déjà vu des messages codés avec des chiffres comme par exemple 520, 1314, 250, 38. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le code de carte bancaire? Un mot de passe pour entrer dans une société secrète? Une erreur? Décodage. On commence avec une expression chiffrée très souvent utilisée en chinois. 520. C'est quoi ça? Le nom du nouveau modèle de Peugeot? En fait, ces chiffres sont souvent homonymes d'une expression romantique. La prononciation de 520 en chinois ou Erling ressemble à celle de 我爱你, je t'aime. Prononcé rapidement, surtout dans le dialecte du sud de la Chine, c'est presque pareil, non? Tiens, ça me fait penser à Monsieur Chaboudou. Vous vous souvenez, Monsieur Chaboudou? Mais est-ce que vous savez de quand date cette expression? Vous serez surpris. Selon certaines explications en ligne, la première fois où on a entendu ça, c'était dans une chanson datant de 1998. La chanteuse s'appelle Mavis Fan. Elle chante « Warling shi wo ai ni », littéralement 520 signifie « je t'aime ». À partir de 2010, ce nouveau langage en chiffres trouve son public sur les réseaux sociaux et les forums aussi. Le délire s'est propagé et au fur et à mesure, tout le monde finit par comprendre et accepter le concept. Et les jeunes débordent de créativité. Voici quelques expressions assez courantes. 1, 3, 1, 4. 1, 3, 1, 4 ressemble au 一生一世qui veut dire toute la vie. Et si vous utilisez cette expression avec la précédente, ça donne 1, 3, 1, 4 ou 20, ce qui signifie je t'aime toute la vie. 一生一世我爱你. Le gars qui a un numéro de téléphone avec ces chiffres-là, on peut dire qu'il est au moins aussi romantique qu'un français. 8, 8. Pa, pa. La prononciation est proche de bye bye. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. 6, 6, 6. Liu, liu, liu. Le nombre de la bête, chiffre satanique. Pas en Chine en tout cas. Cette expression chiffrée a été popularisée en ligne à cause des joueurs de jeux vidéo. 666, c'est proche de la prononciation de niu niu niu, car en chinois on dit liu liu liu. Alors niu niu niu, 3 fois le bœuf. Tu vas me dire, c'est quoi ça, 3 fois de bœuf? Une brochette? C'est pour faire un barbecue? Mais non, ici niu veut dire fort, puissant. Dans le langage familier, donc liu 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 veut dire très fort. C'est un peu comme vous avec votre expression fort comme un bœuf. Et depuis peu sur WeChat, cette expression en chiffres a même son propre emoji. Ça, c'était pour les expressions mignonnes et plutôt positives. Mais il y a des chiffres qui ne sont pas drôles et qui sont même des insultes en chinois. Comme par exemple 250. Ça n'a rien à voir avec 520. Ça veut dire quoi déjà? Allez, je vais voir si vous suivez. 520 ou 20 ou 爱你, c'est je t'aime. Ici, 250, il faut le prononcer 250. Donc, 250 qui signifie niais, stupide, dans le langage familier. J'ai essayé de savoir aussi pourquoi on dit ça. J'ai abandonné au bout de 10 minutes. Aucune source vraiment fiable. Mais c'est pourtant comme ça qu'on l'utilise. Et pour finir, un dernier pour la route. Ne le prenez pas personnellement surtout. 7, 4, 8. 7, 4, 8. Ça sonne comme tu si ba, va crever. Alors, la prochaine fois que vous prononcez un numéro de téléphone en chinois, vérifiez qu'il n'y ait pas une insulte ou une déclaration d'amour cachée dedans. Il y a encore des tas de chiffres à décoder. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous proposer en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, car on n'a pas toute la vie, ou 1, 3, 1, 4 pour parler des chiffres. Mais on se revoit dans un mois pour un nouvel épisode sur le bout de la langue. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec les chiffres en chinois. Papa, bye bye. Salut Lisang. Salut Edouard, comment vas-tu? Très bien et toi? Bienvenue chez IMW. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Avec plaisir. Je m'appelle Edouard Duval, j'ai 39 ans, je suis en Chine depuis 15 ans, je suis le fondateur et directeur de EMW Fine Wines. Baijiu ou le vin? Le vin. Ah, le vin. Le Baijiu, même après 15 ans,
Non, je m'y fais pas, toujours pas. La région de Ningxia ou Champagne-Ardenne? La Champagne, c'est la maison, c'est le cœur, la famille. La région de Ningxia, je la conseille à tout le monde, vraiment de découvrir. C'est des paysages extraordinaires, une culture, des traditions et bien sûr une région viticole aussi en Chine qui est fantastique. Donc je la recommande aussi quand même à tout le monde pour la découvrir. L'andouillette de Troyes ou le porc au caramel shanghaïen? Le Rongshao? Oui. Ah, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Alors c'est marrant parce que l'andouillette de Troyes, justement, ça peut être très proche de ce que tu trouves en Chine. Hein. Quand tu parles un petit peu des abats, les intestins, tout ça, les Chinois en sont friands. Moi j'aime beaucoup aussi. Mais j'aime bien le Rongshao et j'aime bien l'andouillette de Troyes. Gambé ou santé? Ah, santé, c'est quand même un peu mieux pour profiter des vins, je dirais. Après le Gambé, bon, ça reste quand même dans la tradition chinoise. Shanghai Shenhua ou Estac de Troyes? Estac de Troyes, ah, c'est mon club de cœur, c'est le club qui m'a fait un peu vibrer quand j'étais jeune, quand ils étaient en Coupe de l'UEFA, donc parcours européen. Et puis bon, la Champagne, le football Champagne, le beau jeu, ça reste quand même quelque chose d'important. East meets West Fine Wines, le nom chinois c'est Yoshi Wandong, donc qui veut dire vraiment de l'ouest vers l'est. Et le but pour nous, donc, c'est d'amener ce mélange de cultures, bon, le vin qui est plutôt une culture européenne, ici en Chine, et donc on représente environ 60 familles productrices de vin de 16 pays différents que l'on importe en Chine et que l'on distribue donc dans tout le Greater China, Mainland China, Hong Kong, Macao. On a 6 bureaux en Chine, donc on a commencé, on était juste 3 associés. Maintenant on a plus de 200 personnes et on distribue donc les vins sur la Chine continentale dans plus de 150 villes. Eh bien Edouard, ça fait combien de temps que tu es en Chine alors du coup? Ça fait 15 ans, ça va faire 15 ans l'année prochaine. Ouais. Et donc quand tu es venu pour la première fois, c'était pourquoi? Je suis venu la première fois il y a 20 ans. J'étais étudiant et j'avais mon meilleur ami en fait qui faisait un échange avec Tongji Dasui à Shanghai, et donc je suis venu pour lui rendre visite, découvrir la Chine. À cette époque-là, on avait quand même assez peu d'images de la Chine, de Shanghai, et je suis arrivé ici et j'en ai pris plein la vue, plein la vue. Et après je suis revenu lors d'un master en vin. Et c'était la première fois que notre promotion, notre école en fait venait en Chine pour comprendre en fait l'industrie du vin en Chine, quels étaient les principaux producteurs, comment était le marché, qui étaient les principaux importateurs. Et c'est là, venant aussi de l'industrie du vin, que je me suis dit mais il y a quelque chose à faire ici, une opportunité. Et je me suis dit il faut que je vienne tenter ma chance ici. La première année, je me souviens qu'elle était assez difficile en termes d'acclimatation, et puis très vite, en fait, je me suis senti très bien ici, en Chine. Les affaires aussi ont très bien marché, donc ça a aidé aussi à ce que je reste. Et puis voilà, 15 ans. Est-ce qu'au début c'était plus difficile? Maintenant, après 15 ans de vie en Chine, tout est devenu plus facile? Il faut se remettre 15 ans en arrière. Quand tu regardes le marché, si je parle du marché du vin en Chine, bon, ça restait quand même un marché qui était bouillonnant, je dirais, donc qui demandait vraiment à grandir, mais ça restait un petit marché. Et puis c'est devenu, avec une croissance donc, très importante, devenu le premier marché au monde de vin rouge, un des marchés les plus importants aussi en termes d'importation et de consommation de vin. Quand je suis arrivé en Chine, je me souviens, il y avait un seul sommelier en Chine. Et quand tu regardes maintenant comment s'est développé toute l'industrie avec le nombre de sommeliers, le nombre de gens qui ont pris des cours sur le vin, qui sont passionnés par le vin, c'est incroyable le changement, incroyable. Et le champagne, qu'est-ce que ça représente comme marché en Chine? Le champagne, c'est un marché qui est en croissance, mais qui reste encore un marché, je dirais, dans ses balbutiements, donc encore un petit marché. L'année dernière, ça représentait 3 millions de bouteilles de champagne vendues en Chine en une année, ce qui représente à peu près 1% des ventes de champagne dans le monde. Donc ça reste petit. Donc là, il y a vraiment encore un gros potentiel. Sur les vins, il y a aussi encore un gros potentiel, donc parce que je le disais, en termes de consommation moyenne, et que l'on voit que les habitudes aussi des nouveaux entrants, des nouveaux consommateurs du vin, ils consomment avec leurs amis, ils sont très intéressés. C'est en fait des gens qui sont quand même, je dirais, qui ont nos âges. Leurs parents étaient plutôt sur des traditions de baijiu, d'alcool chinois ou de huangjiu, et le vin, et surtout pour les vins importés, c'est venu avec une génération plus jeune qui était très curieuse de voyager dans le monde sur les produits importés, et qui était, je pense, passionné, donc aussi qui avait cette envie de comprendre le produit. On a une école du vin où on enseigne le WCT, donc c'est un programme qui est pour les professionnels mais aussi pour les particuliers, et on rencontre un énorme engouement des particuliers qui veulent comprendre plus sur le vin, qui veulent s'intéresser à tout ce qui est vin et champagne. Et
le vin chinois, Oui. c'en est où? Alors le vin chinois, moi j'y suis très attaché. Comme tu le sais, moi je suis issu d'une famille de producteurs de vin, donc de vin de champagne. Et quand je suis venu ici, je voulais garder cet attachement à la terre, à la production. Donc dès que je suis arrivé en Chine, chaque année je visitais aussi de nombreux domaines chinois et je voulais constituer donc le meilleur portefeuille, la meilleure sélection de vins chinois. Donc on a commencé avec des vins de Penglai, donc dans le Shandong. Je suis allé aussi dans le Ningxia très tôt. Donc le Ningxia maintenant est très connu pour la production de vin. Et j'ai rencontré un vigneron pendant mon voyage qui avait des vignes magnifiques, qui étaient parmi d'ailleurs les premières vignes plantées dans le Ningxia. Il les avait plantées en 1997, mais il produisait juste un tonneau de vin et le reste il vendait ses terrains. Ses raisins, pardon, ses raisins. Et donc je suis allé goûter son vin. Je dis c'est bien, mais j'étais venu pour visiter d'autres domaines. Et au bout de 5 jours, je visite tous les domaines. Et je dis quand même le premier vin que j'ai goûté, c'était celui qui était le plus intéressant. Et je retourne le voir et je lui propose donc qu'on fasse une association ensemble. Ça s'appelle Legacy Peak. On a très vite eu aussi beaucoup de récompenses à l'international en Chine. Et c'est un vin que tu trouves dans tous les très bons endroits en Chine et qu'on exporte même maintenant. Donc tout ça pour dire que la Chine produit de très bons vins, vraiment des vins de très bonne qualité, qui sont, je dirais, au même niveau de très grands vins à l'international, et qui a une richesse en fait de vins chinois qui permettent aussi d'amener encore plus d'engouement sur les vins en proposant des vins chinois. À ta santé, très heureux de te recevoir. À la tienne. Merci. Très très bon. Alors comment on peut acheter ton champagne à Shanghai là? Tu peux aller sur notre site internet emw-wines.com ou sur notre boutique sur WeChat, pareil, EMW Wines. Super. Bah, sur ce, je te laisse. Merci de m'avoir accueilli. Plaisir. Salut Lisson. À bientôt. À bientôt. C'était bien cette interview, mais c'est déjà la fin. C'est la dernière émission du journal débridé de 2020, bien sûr. Avouez, je vous ai fait peur. Eh bien, je vous retrouverai en 2021 pour des nouvelles aventures. Et pour finir l'année en beauté, nous allons préparer une petite surprise. Et bien sûr, il y aura une émission Best of avec le traditionnel bêtisier. Écrivez-moi en commentaire pour me dire ce que vous avez aimé le plus parmi les émissions précédentes. Sur ce, je vous dis 圣诞快乐 et 元旦快乐. Joyeux Noël et bonne année à tous. Bye bye.